maintenant, vous êtes toujours, bien sûr, évidemment, c'est certain, sur Radio Soupente, la radio des rapins, sans foi, sans loi et sans Courbet. C'est important, sans Courbet, quand même. Voyez-vous? Et l'émission Arrakra, qui poursuit son petit bout de chemin de la route, en évoquant un couple d'artistes, Mitchell Riopelle. Mitchell, c'est la nana, Riopelle, c'est le mec. Lui est canadien, elle est américaine. Et ils vont, pendant 24 ans, se côtoyer. Ils vivent pas ensemble, ils se côtoient. Ils échangent, évidemment, sur leur travail. Ils sont un petit peu je dirais pas en concurrence, mais quand même, voilà, si un trouve une nouvelle formule de travail, l'autre va rentrer dedans, etc. Il y a comme ça un va-et-vient assez extraordinaire, dont on a pu regarder les effets. Landerneau, c'est marrant parce que Landerneau et Riopelle Mitchell, ça va pas tellement ensemble. Landerneau, c'est une toute petite ville tranquille de Bretagne. Et dans ce couvent des Capucins, transformé en lieu culturel par le couple infernal des Leclerc, hommes et femmes, c'est une fondation d'ailleurs, eh bien ça le fait parce que bon, c'est des formats géants. Voilà, et on est donc allé là-bas pour regarder ça. Et ma camarade va tout de suite vous en causer surtout de celle qu'elle aime par-dessus tout. Et je me parlais de la mère Mitchell, qui n'a pas perdu son chagrin. Ouais, je sais pas si j'aime par-dessus tout, on en discutera après, on fera un peu la genèse de cette exposition, comment elle a été conçue autour de leur vie commune. Non, c'est difficile de savoir qui on préfère, parce qu'ils ont chacun quand même des qualités picturales indéniables, quoi. Ouais. Alors non, moi j'ai emprunté à la bibliothèque un livre qui a un catalogue d'exposition, d'une exposition consacrée à Johann Mitchell à la galerie du Jeu de Paume, je crois que c'était en 1989, donc ça date un peu. C'est pas nouveau. Hein. Voilà. Mais Johann Mitchell est interviewé par Yves Michaud. Yves Michaud est un philosophe essayiste qui a côtoyé ce couple, donc qui les connaissait bien. Et Johann Mitchell, en fait, s'est livré, a répondu aux questions. Ça n'a pas été facile. Le livre recoupe deux séries d'entretiens. Moi, j'ai choisi une partie dans la première série. Elle aimait pas forcément les interviews. Autant elle pouvait discuter avec leurs amis artistes, peinture, c'était pas un souci. Autant répondre à des questions d'une manière plus formelle, c'était compliqué pour elle, quoi. Et donc, ce premier entretien, en fait, date de janvier 86. Johann Mitchell, en fait, est à la clinique. Elle a été opérée, elle a une prothèse à la hanche. Et on peut préciser qu'elle a un état de santé qui était déjà pas très bon. Elle avait un cancer de la mâchoire qui avait été stabilisé. Donc, elle est quand même plutôt qui s'est transformé en cancer généralisé qui n'a jamais été stabilisé. Voilà, donc là, en fait, elle était soignée pour sa hanche. Elle avait qu'une envie, c'est que ça aille mieux rapidement pour pouvoir recommencer à peindre. On verra que malgré ses problèmes de santé, en fait, elle a peint jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Voilà. Voilà, donc voilà. Je vais prendre quelques questions et puis je vais donner les réponses je vais lire les réponses de Johann Mitchell, quoi. Alors, Yves Michaud, voilà, tu parles de sentir, exister, vivre. Sentir, exister, vivre, je pense que c'est la même chose, mais la qualité n'est pas la même. Exister, c'est la survie. Cela ne veut pas dire nécessairement sentir. Vous pouvez dire bonjour et bonsoir. Sentir, c'est quelque chose de plus. Ce n'est pas simplement survivre. Peindre, c'est une manière de se sentir vivre. Je me souviens être allée à l'exposition Manet à Paris. Ma sœur venait de mourir et une amie d'une de mes cousines venait de mourir. C'était terrible, mais de voir toutes ces peintures, certaines déjà vues durant mon enfance à Chicago, avec tout ce silence et sans que le temps comptât sans limite, c'était merveilleux. Il n'y avait pas de tristesse, pas de mort. C'était tranquille et immobile. La peinture est la seule forme d'art, sauf la photographie de pose, qui soit sans temps. La musique demande du temps pour qu'on l'écoute, un morceau se termine, l'écriture prend du temps et elle aussi se termine, le cinéma a une fin, les idées et même la sculpture prennent du temps. La peinture pas, elle ne finit pas, elle ne finit jamais. Elle est la seule chose qui soit continue et tranquille. Alors, je pense que je peux être très heureuse. C'est un lieu tranquille, c'est comme un seul mot, une seule image. Qu'attends-tu de la peinture ?
J'essaie d'y atteindre tout ce que je peux. Je ne commence pas en voulant atteindre tel résultat, mais peut-être pour attraper le mouvement ou sentir un sentiment. Appelle cela comme tu veux, peinture en couche, peinture gestuelle, peinture de chevalet, ce sont des méthodes conventionnelles. Mais je ne condense pas les choses. J'essaie d'éliminer les clichés, le matériel étranger. J'essaie de rendre la peinture exacte. Ma peinture n'est pas une allégorie, ce n'est pas une histoire, elle est plutôt comme un poème. Est-ce que tu dirais que la peinture est une manière d'être consciente ? Oui, voir et peindre demande une conscience. Le dessin vous rend très conscient de ce que vous regardez. Quand je travaille, je ne suis consciente que de la toile et de ce qu'elle dit. Je ne suis certainement pas consciente de moi-même. Peindre est une manière de s'oublier. Parfois, je suis totalement prise. C'est comme faire de la bicyclette sans les mains. Ça n'arrive pas souvent. J'espère toujours que ça va recommencer. C'est formidable. Quand une peinture est-elle terminée ? Quand elle cesse de me poser des questions. Parfois, je ne sais pas quoi faire avec elle. Parfois, je ne sais pas exactement ce que je veux. Je la contrôle, la recontrôle pendant des jours ou des semaines. Parfois, il n'y a rien d'autre à faire. Parfois, j'ai peur de détruire ce que j'ai déjà fait. Parfois, je suis paresseuse, je ne la finis pas, ou je ne la pousse pas assez loin. Parfois, je pense que oui. J'ai l'impression que c'est une peinture. Que peut-on dire de ton type de peinture, de ton style ou de ta technique ? L'abstraction n'est pas un style. Je veux simplement faire qu'une surface fonctionne. C'est juste une utilisation de l'espace, de la forme, une ambivalence des formes et de l'espace. Le style en peinture a à voir avec les étiquettes. Beaucoup de peintres sont obsédés par la volonté d'inventer quelque chose. Quand j'étais jeune, ça ne m'a jamais effleuré d'inventer quelque chose. Tout ce que je voulais, c'était peindre. J'avais une telle admiration et garde une telle admiration pour les grands peintres. Si tu étudies de près un Matisse, la manière dont la peinture est posée et la manière dont le blanc est mis, voilà de la technique picturale. Moi, je voulais poser la peinture comme Matisse. J'y ai travaillé dur et il y a très longtemps. Quelqu'un m'a dit récemment avec surprise « Mais vous ne peignez pas des séries, vous peignez des tableaux et chaque peinture est différente. » J'ai pensé « Non, je peins juste des peintures. » Oui, c'est vraiment... Enfin, je pense qu'il faut quand même être peintre, sculpteur ou musicien ou écrivain, enfin, pratiquer un art pour comprendre ce qu'elle dit. Mais particulièrement ce qu'elle dit sur la peinture, parce que la peinture, comme elle sait très bien l'évoquer, n'est jamais finie. Elle a une vision et elle l'exprime d'une manière tellement limpide, tellement simple. Oui, une musique est finie, le temps, une sculpture est finie avec le temps, etc., etc. Mais la peinture, non. Et la peinture, vous n'êtes pas obligé de rester devant trois plombes pour la comprendre. Vous pouvez simplement l'effleurer du regard, avoir une jouissance des couleurs, des formes, voilà. C'est pas la peine de passer sa vie devant. Alors qu'une musique, vous êtes obligé d'écouter une symphonie, n'importe quelle. Vous êtes obligé de l'écouter en entier pour pouvoir l'apprécier, je crois en tout cas. Ouais, mais justement, c'est vraiment selon ses envies, selon les moments, selon les jours. Enfin, non, c'est intéressant d'entendre parler de son travail. Alors, elle explique aussi après, donc elle parlait et français et anglais vu qu'elle était américaine, et que par exemple, elle a très rapidement mis des couleurs sur les mots. C'est-à-dire que elle, quand elle a appris l'alphabet, spontanément, elle a mis des couleurs sur chaque lettre de l'alphabet. Et elle dit que par exemple, quand elle peint un ciel, c'est pas le mot ciel qui lui vient en tête en français, c'est le mot sky, parce que les couleurs qu'elle met sur chaque lettre, en fait, ce sont, quand elle va peindre un ciel, ce sont les couleurs de sky, du S, du K et du Y, et non pas les couleurs des lettres de ciel, quoi. Et elle disait qu'à l'école, justement, elle s'était presque disputée avec une maîtresse, parce que dans un bouquin de scolaire, il y avait le A, je crois, était en rouge, et elle dit, mais non, c'est pas comme ça, le A, il est vert, il est pas rouge, quoi. Donc, en fait, c'est une manière de voir qui lui est très personnelle, en fait, et qui est sûrement très, très sincère. Enfin, c'est pas, je pense pas qu'elle réinvente cette histoire, quoi. De quoi qu'elle se mêle, cette petite peste-là qu'elle devait dire la maîtresse, hein. Allez au coin, tout de suite. Ciel blanc, lilas, champ de bruyère est planté là. Il regarde au loin, l'allure fière, il ne dit rien. Pas même un pleur, il oublie l'hier de son malheur. Il attend l'heure où la lumière explose les couleurs. Émeraude, outre-mer,
cobalt, noir de Mars, vermillon, vert absinthe et bleu, bleu et rose. Il peint le jour, le gris des toits de Paris, les mines couleur de suie, les champs de coquelicots aussi. Il peint la nuit, le noir bleu des cyprès l'éblouit. La ville sous les étoiles jaunes, il peint la nuit aussi. Émeraude, outre-mer, cobalt, noir de Mars, vermillon, vert absinthe et bleu, bleu et et il rêve de nuit, d'orage, de champs de blé couché, de fleurs aux allures sauvages que jamais vous ne voyez. Quand le vent le traverse, il se laisse emporter dans un tourbillon de couleurs mêlées vers la nuit étoilée. Émeraude, outre-mer, cobalt, noir de Mars, vermillon, vert absinthe et bleu, 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 bleu. Émeraude, outre-mer, cobalt, noir de Mars, vermillon, vert absinthe et bleu, bleu et et la faim, il a froid, il est fou, mais il vit. Sur la toile, il a fixé l'infini. Et tant qu'il a le soleil en face, il est debout. Tant qu'il a le soleil en face, il est debout. Et tant qu'il a le soleil en face, il est debout. Tant qu'il a le soleil en face, il est debout. C'était Couleur, interprété par Zanny Bonny. Alors, bon, Zanny Bonny évoque probablement Van Gogh dans cette chanson, et on pense on sait que Joan Mitchell aimait beaucoup les toiles de Van Gogh qu'elle a vu rapidement. Alors, avant de parler vraiment de la genèse de l'exposition, on peut revenir rapidement un petit peu sur la formation de chacun, puis après on arrivera à leur point de rencontre. Je pense que ça peut être intéressant quand même. Alors, Joan Mitchell, elle, est née dans une famille plutôt aisée, fortunée. Elle a une maman qui est une figure illustre des cercles poétiques, donc elle est rapidement initiée à tout ce qui concerne la littérature. Elle va passer 2 années à Smith. Smith, c'est une prestigieuse faculté pour les filles qui est donc orientée vers les disciplines artistiques. Elle fera aussi un voyage au Mexique. Elle va passer quelques années à la School Art Institute of Chicago, 1 an en Europe grâce à une bourse universitaire qu'elle gagnera, un passage à la Columbia University de New York et après un retour à l'Art Institute. Donc elle a quand même une solide formation universitaire et artistique. En 1952, elle a 26 ans et là c'est sa première exposition personnelle, sachant que l'année précédente, elle avait participé au 9e Street Show Slow organisé par Castelli et l'Artist Club, qui est quand même assez prestigieux d'être rapidement dans ces milieux. Donc elle a été formée par tout ce qui concernait sur De Kooning, sur Pollock, c'est vraiment son univers. Sauf qu'en fait, elle va
participé à ce qu'on appelle la deuxième génération de l'expressionnisme abstrait. Et je ne sais plus quel peintre dira que justement Mitchell, à 26 ans, démarre déjà son art pictural là où lui avait mis toute sa carrière à arriver, quoi. Ouais, toute sa vie à arriver, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est quand on arrive en 52, on verra qu'elle va rencontrer Riopelle en 55. Donc là, on est pratiquement à leur point de rencontre, quoi. Bon, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de Riopelle aussi. Oui, mais Riopelle, c'est beaucoup moins prestigieux comme formation. Il a fait une école de beaux-arts au Canada. Enfin bon, il n'a pas tous ces diplômes universitaires, toute cette espèce. Il faut dire qu'il n'est pas né dans le même milieu que Johann Mitchell. Lui, il est né dans un milieu beaucoup plus simple. Voilà. Et que, bon, c'est plus son tempérament que son intellect qui, au contraire, je pense, de Johann Mitchell, qui était plus intellectuel que lui. Lui, c'est son tempérament, un petit peu. On le comparait à un Amérindien, voilà. Il avait aussi un type qui pouvait tromper l'interlocuteur. Il était assez basané, avec un grand pif, voilà, un grand mec, un peu comme peuvent être les Canadiens, avec un parler un peu lourd. Voilà, c'est peut-être ça qui a séduit Johann Mitchell, c'est cette espèce de brutalité, alors qu'il pouvait être quelqu'un de très doux avec ses petites filles, un vrai nounou, mais il avait quand même cet aspect cette espèce de chose, de force de caractère dans l'assemblage, parce que pour faire un travail comme il en a fait un, il faut ni être un nain, ni être un mou du genou, quoi. Il faut vraiment avoir un tempérament complètement excessif, comme d'ailleurs sa camarade Mitchell. C'était deux monstres, voilà, de création qui étaient là-dedans, voilà, 24 heures sur 24 quand il travaillait, en tout cas, parce qu'il y avait des longues périodes pour Riopelle, des années même, sans travail, voilà. Non, moi je veux pas faire rentrer Riopelle dans ces choses ces milieux un petit peu intello new-yorkais, etc. Il a travaillé aux États-Unis, il a eu un atelier je sais pas si c'est à New York oui, je pense que c'est à New York, dans le Bronx. Voilà, mais c'est plutôt, on dirait, c'est plutôt l'homme des bois, quoi, voilà. Ouais. Et Johann Mitchell, en plus, son papa était médecin et peintre amateur, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais on sent bien, mais ne serait-ce que physiquement. On voit Johann Mitchell, c'est une femme assez fine physiquement, élancée, etc. On sent qu'elle a une certaine distinction, si on veut dire. Une éducation bourgeoise, elle faisait beaucoup de patinage artistique, voilà, de la compétition, ouais. Elle faisait la natation. On voit, il y a une photo d'elle qui fait un plongeon, un saut magnifique. Enfin, de professionnel du plongeon. Hein. Non. Alors qu'à côté, c'était plateau, quoi. Voilà. Et donc, ils vont se rencontrer à Paris parce qu'elle va, sur les conseils d'une amie, justement, elle va venir passer l'été 55 à Paris. Et c'est là que dans une soirée entre artistes, elle va rencontrer Riopelle. Et donc, rapidement, ils vont quand même se plaire et avoir envie d'en connaître un peu plus parce qu'ils ont, je pense, artistiquement, ils ont beaucoup de choses à se raconter. Donc, à ce moment-là, la peinture de Johann Mitchell n'est pas du tout ce qu'on verra à la fin. On va sentir qu'il y aura comme une évolution aussi dans son travail. Lui peint, on l'appelle plutôt, on dit qu'il pratique plutôt l'art informel ou un art un peu en mosaïque par ses aplats, ses coups de couteau. Enfin, lui en fait a des toiles où il y a pas un blanc, il y a rien, il n'y a pas un centimètre de vide sur sa toile. Et puis il y a une épaisseur aussi conséquente. Voilà, il y a une bonne épaisseur sur la toile. Donc ils se rencontrent en 55 à Paris et donc ils vont rester ensemble jusqu'en 1979 et vivre dans divers endroits, quoi. Et oui, ils vont faire du bateau, ils ont une vie quand même de gens riches, voilà, parce qu'ils ont tous les deux du succès et ils gagnent énormément d'argent, donc c'est bagnoles de sport, yachts, etc. Voilà, c'était quand même. Et comment on peut travailler avec tout ça, pour moi, c'est un peu un mystère. Ouais, enfin, c'est comme des gros bosseurs, mais ils vont avoir, on verra, une vie qui va être une vie tumultueuse. Hein. C'est pas la petite vie de couple pépère où chacun a son atelier. Ça va être des échanges, mais aussi, ils vont quand même s'alcooliser, ils vont s'engueuler, ils vont se séparer, ils vont, comme tu disais, jamais travailler dans le même atelier. Enfin, c'est une vie fatigante.
Donc cette exposition dans la première salle qui s'appelle Prologue avant la rencontre, en fait nous montre un petit peu le travail de chacun avant de se mélanger. Voilà, avant de se mélanger. Dans la seconde salle, c'est la rencontre et ses effets, et donc on va voir justement un peu l'évolution de leur travail. Et ce qu'on va peut-être constater, c'est que Riopelle, au contact de Johann Michel, va commencer à mettre un peu de blanc dans ses tableaux, quoi. Éclaircir ses surfaces. Moi, j'aime pas beaucoup cette période, mais bon. Je trouve que quand il est fait, par exemple, il a fait une peinture qui s'appelle les icebergs, je sais pas quoi. Là, ouais, ça c'est beaucoup plus tard quand même. Oui, mais enfin bon, plus il avance dans son œuvre, moins je la sens. Quoi. Il y a eu une période vraiment extraordinaire, explosive, etc. Et puis après, j'ai l'impression que c'est quand même la descente. Ouais. Alors, entre 55 et 59, Johann Michel va faire la navette entre les États-Unis, son atelier aux États-Unis et Paris. Et en 1959, en fait, elle s'installe en permanence à Paris. Elle habitera donc à Riopelle. C'est un appartement qui va lui servir d'atelier, qui sera rue Frémicourt, c'est dans le 15e arrondissement. Mais lui, Riopelle conserve son atelier qui est à Vanves. Et justement là on parlera après un petit peu des tableaux qui sont exposés. On voit là ils ont mis en parallèle justement des tableaux qui sont pas identiques mais qui ont vraiment les mêmes influences. Un tableau de 64 qui s'appelle Sans titre, où c'est des amas au centre d'une toile. Et donc ça c'est des ateliers qui garderont jusqu'en 1967. Après, en 1967, Johann Michel va hériter de sa mère, qui est morte d'un cancer. En fait, il y a beaucoup de maladies. C'est un peu lourd, parce que j'avais lu que sa sœur aussi est morte d'un cancer. Riopelle a perdu un frère assez jeune. Donc, il y a quand même cette omniprésence de la mort. Et donc, avec l'héritage de sa maman, Johann Michel va acheter une maison en Normandie, à Véteuil. Et là, c'est un domaine. C'est un domaine. Hein, où il y a un jardin qui est immense. Oui, c'est un parc, c'est pas un jardin. Voilà, c'est un vrai parc. C'est une demeure quasiment un manoir, quoi. Voilà. Ouais, qui s'appelle la Tour. Et d'ailleurs, on peut préciser que Véteuil, c'est l'endroit où habitait Monet avant d'habiter Giverny. Et Johann Michel va toujours se défendre d'aimer Monet, en fait, parce qu'on va comparer les tableaux après qu'elle fera de son jardin au Naféa, à l'influence de Monet, et elle dit que non, elle a beaucoup aimé Van Gogh, Manet, plein d'autres peintres, mais pas Monet, quoi. Bien fait pour Monet. Et donc, pour une fois que quelqu'un l'aime pas. Et on peut préciser aussi qu'au moment où sa mère meurt, elle perd aussi un ami qui est le poète Franck O'Hara. Donc là, elle acquiert cette grande maison. Et Riopelle, lui, va s'installer un peu plus tard dans un atelier. C'est un hangar qu'il va louer, qui est pas loin de Véteuil, qui est à Saint-Cyr-en-Arthy. Voilà, donc ils seront quand même pas très loin pour pouvoir se voir régulièrement. Dans la salle suivante, donc là c'est Canada et Nordicité. Donc en 1974, Riopelle construit et s'installe dans un nouvel atelier. C'est à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, donc c'est au nord de Montréal. Et donc Michel passe donc quelque temps avec Riopelle dans cette résidence. Elle n'aime pas beaucoup, je crois pas. Et donc, ils feront chacun des tableaux qui évoquent un peu ce Canada, on en parlera tout à l'heure. Et l'avant-dernière salle, donc c'est vers la rupture, hein, ils vont rompre en 1979, donc on verra là ce qui peignait chacun à ce moment-là. Et à la fin, donc c'est le décès de Johann Michel. Quoi. Oui, elle est morte 10 ans avant Riopelle. Et voilà. Oui. Voilà, elle est morte en 1992. Ouais. Non, c'est assez... Dans ce lieu-là, cet ancien couvent des Capucins, il y a quand même un accrochage magnifique. Le commissaire d'exposition ou la commissaire ou les commissaires d'exposition. C'est un commissaire parce qu'en fait, c'est une exposition, c'est quand même important que Landerneau ait pu avoir cette exposition parce que c'est une exposition qui a été exposée 2 fois au Canada, qui a été exposée à Toronto et à Montréal. Donc c'est quand même une grosse exposition. Quoi. Oui, tout à fait. Et c'est malheureusement, comme disait une cabaretière où nous avons pris notre petit déjeuner, eh bien, ça fonctionne pas tellement au point de vue de la popularité, parce que elle nous a balancé dans les dents. Ah oui, c'est pas comme quand c'était Picasso. Alors là, c'était l'invasion. Bah oui, les cons en général, ils se promènent en division
serré. On a vu la même chose à Paris, on voit la même chose partout. Si c'est Picasso, si c'est Giacometti, si c'est Van Gogh, si c'est Gauguin, si c'est comment il s'appelle l'autre Brel, enfin bref, tous ces gens-là, eh ben ils font bouger le monde parce que le monde est moutonnier et voilà. Ça veut pas dire qu'ils apprécient l'art plus que ça, mais bon, ils ont fait Van Gogh, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais Riopelle et Mitchell, c'est moins évident. Ouais, sauf que là, apparemment, le commissaire d'exposition s'appelle Michel Martin, hein, c'est un Canadien. Et quand on l'entend parler de l'exposition, c'est assez quand même, c'est pertinent parce que ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est que les gens viennent une première fois, ils sont peut-être un peu surpris, ils connaissent pas trop, en plus l'abstraction est peut-être plus difficile d'accès. Oui, qu'on le veuille ou non, c'est pas une peinture émotionnelle, c'est plutôt une peinture intellectuelle. Et voilà, si tu veux, enfin, il y a rien de reconnaissable, donc. La plupart des gens enfin, sont plutôt formés, s'ils sont formés en tout cas, à regarder des choses figuratives plutôt qu'à regarder des choses non figuratives. Voilà. Ouais. Quoique dans la peinture de Riopelle, il y a des choses figuratives. Ouais, on reconnaît, il y a toujours des formes figuratives qu'on soupçonne, qu'on reconnaît en fait sous ces aplats au couteau. Et justement, donc les gens, je pense, c'est une expression dans laquelle ils reviennent. Ceux qui sont pas comme nous à 500 ou 600 km de ce lieu peuvent revenir. Et c'est vrai que nous, une fois qu'on a fait tout ce travail, qu'on en est revenu, je me suis dit, mais en fait, il me manque plein de choses. J'ai vraiment envie de revoir ces toiles, quoi. Oui, mais refaire 10 heures de tocard, merci beaucoup. À moins de trouver des billets à 30 € pour y aller et à 10 € pour revenir. Isabella
L'histoire d'A par les Rita Mitsuko, voilà une pêche qui semble bien rendre compte de la rencontre et la vie tumultueuse de Johann Mitchell et Jean-Paul Riopel. Oui, vous écoutez toujours, enfin on espère, parce que si vous n'écoutez pas, on parle dans le vide. Radio Soupente, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Araka, consacrée aujourd'hui pour sa partie arotirostique à Johann Mitchell et Jean-Paul Riopel. Jean-Paul Riopel. Voilà, un couple dans la démesure. Ça, oui, c'est le nom de. C'est pas mal trouvé quand même. C'est pas mal trouvé. C'est pas trop racoleur non plus. Ouais. Parce qu'effectivement, cette exposition est principalement axée sur les points de concordance et de dissonance dans leurs œuvres respectives. Voilà, on fait pas la part belle aux histoires de cul, de castagne, etc. Qui est rappelé à chaque fois qu'on évoque ces deux artistes. Nous, ce qui nous intéresse, leur vie privée, c'est leur vie privée, et voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est la peinture, et ce qu'ils nous ont laissé, et d'ailleurs, une œuvre extraordinaire, prolifique, protéique, si on peut dire aussi. Voilà. Non, on est quand même... et puis tout ça, si vous voulez, Landerneau... Brest, Landerneau, etc. C'est quand même un petit coin de France complètement improbable. À Landerneau, il y a un tout petit centre-ville avec un pont habité, etc., comme le pont de Florence, voilà. Mais c'est tout petit, hein. Et puis c'est du granit. Voilà, c'est pas du calcaire. Et paf, vous êtes dans l'expo, dans cette espèce de, on dirait plutôt un hangar plutôt d'un ancien lieu monastique, voilà, occupé par les Capucins. J'aime bien l'idée des Capucins. Voilà, donc on se retrouve dans cette exposition qui va nous faire voir un peu tous ces points de concordance, de dissonance entre ces deux artistes. Donc dans les salles dont je parlais tout à l'heure, où les œuvres sont quand même plutôt bien choisies effectivement pour illustrer un peu leur aventure artistique. Alors moi j'avoue que je ne savais pas me décider. J'ai beaucoup aimé l'étoile de Riopel, justement, par ce côté, par ses aplats énormes, par cette figuration qu'on peut voir en sous-main, en fait, quand on s'éloigne un peu des tableaux, on voit effectivement, on reconnaît des formes. Bon, les titres, souvent, aident aussi à retrouver un peu ce qu'il y a dans le dessous. Citroën. Enfin, c'est souvent sans titre. Ouais, c'est souvent sans titre. Mais Johann Mitchell, effectivement, elle a des toiles qui ont beaucoup plus de blanc. Hein. Au départ, elle travaille vraiment sur un fond blanc et elle va surtout travailler, moi ce qui m'a énormément plu, inspirée par son jardin de Véteuil, c'est-à-dire qu'elle est pratiquement une peintre paysagiste. Alors elle peint pas du tout à l'extérieur, elle peint en atelier, mais on va retrouver tous ces thèmes de fleurs. Il y a une grande toile avec des tournesols. Elle fait beaucoup aussi, j'ai l'impression que là-dessus il y a un peu une surenchère entre les deux sur la taille des formats. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait un diptyque, l'autre va faire un triptyque. Oui, voilà, non, mais ça c'est vraiment une maladie chez eux. Ouais. Il y a un peu ce travail de surcharge. Mais il y a aussi sur leur palette. Donc ils expliquaient aussi que quand ils sont en Normandie, justement, ils ont, même à Paris, ils vont chez les mêmes marchands de peinture. Donc en fait, leur palette, ils ont les mêmes tubes quand même au départ. Ouais. Sauf que Riopel disait à un moment dans ce petit film un peu amoché là qu'on a regardé, qu'au début, évidemment, il achetait des couleurs bas de gamme, quoi, voilà. C'est pour ça qu'il pouvait en mettre des tartines sur ses toiles et sur le sol de son atelier particulièrement, vous voyez, où il y avait une couche de plusieurs centimètres d'épaisseur de peinture à l'huile, hein, voilà, il n'y a pas de l'acrylique, hein, et oui, j'ai bien aimé quand il a fait cette réflexion. Ouais, puis que sa fille, elle dit que pour arriver jusqu'aux toiles, il y avait un petit chemin avec des journaux. Avec des journaux, ouais, mais que lui, il patouillait dans cette gadoue toute la journée. Des fois, il avait du mal à décoller ses semelles du sol, quoi, parce que c'était vraiment la peinture à l'huile molle. Hein. Voilà. Non, c'est quand même... Oui, lui, c'est un peintre plus gestuel, je pense, que comment dirais-je, que Johann Mitchell. Johann Mitchell, pourtant, elle donne l'impression d'être très gestuelle aussi. Ouais, quand même. Mais chez lui, il y a non seulement le geste,
mais il y a aussi le jeter, un petit peu comme l'épaule jetée, quoi. Mais lui, l'épaule jetait avec ses tubes, avec son couteau qui balançait, parce que il y a la fenêtre de son atelier, je sais pas lequel c'est, si c'est celui, oui, c'est l'atelier de Paris, où les fenêtres sont maculées de peinture, parce que il projetait sa peinture, il y en avait partout au plafond, sur les murs, sur les vitres, etc. Alors que Joan Mitchell semblait quand même plus ordonnée, enfin c'était plus propre chez elle, et même ses toiles aussi étaient plus clean que celles de Riopelle, où je pense que s'il avait marché dessus, on ne s'en serait pas aperçu. Mais elle, il y a vraiment 2-3 toiles qui m'ont complètement bouleversée, quoi, sur son jardin. Donc je parlais des tournesols, et une autre où il y avait une jeune conférencière qui comparait avec les nymphéas de Monet. Effectivement, il y avait quelque chose des derniers Monet que tu aimes particulièrement. Non, c'est pas aussi extraordinaire que les derniers Monet, là, ces 7 Monet, là, non, ça n'a rien à voir. Je trouve, en tout cas. Mais toi, tu peux ressentir différemment. Mais ouais, je pense que c'est moi. J'en ai un là, tiens, tu peux le regarder. Il y a un empattement, c'est extraordinaire, quoi. Elle, c'était quand même plus léger, moins fouillé. Plus léger, ouais, je suis d'accord. Ouais, par contre, ces couleurs, moi, il y a des verts, des mauves, des jaunes, des orangés. Enfin, ça, je trouve ça vraiment fabuleux, quoi. Et c'est vrai que je pensais pas aimer autant. C'est vraiment une découverte de voir que je trouve que c'est peut-être justement une exposition qui permet de se lancer dans l'abstraction, parce que c'est une abstraction qui est accessible, en fait. Tout à fait. Non, mais moi, ça me stupéfie toujours de te voir là-dedans, parce que perso, si je peux parler de moi, c'est pour éclairer les auditeurs qui pourraient avoir le même ressenti. Je suis un peu quand même en réserve avec avec ces façons de peindre, de s'exprimer, etc. J'adhère pas comme toi. Toi, t'es vraiment enthousiaste. On sent là, t'es excité, etc. Particulièrement par Joan Mitchell, mais aussi par Riopelle, parce que il y a des toiles de Riopelle qui semblaient vraiment complètement converties. Surtout celle qui est dans la première salle, là, qui s'appelle, je sais plus, un hommage à Robert le Magnifique ou le Diable, je sais plus. Et non, elle n'est pas sur le petit bouquin là, mais c'est 15 chevaux aussi travaillent. Oui, c'est un peu dans le même esprit en fait que cette toile là, quoi. Il n'y a pas un espace de libre, et il y a cet empattement au couteau, quoi. Ces épaisseurs de peinture qui apparemment même ont du mal à sécher sur plusieurs années, quoi. Ah bah oui, c'est comme celle de Leroy, hein. C'est à peu près le même combat. C'est Riopelle, oui, ouais. Et alors Riopelle, il y a une toile immense qui s'appelle Point de rencontre, qui était une commande je crois, de l'aéroport du Canada. Ouais. Là, je sais plus en combien de parties ça doit faire du 7 mètres sur, je sais pas, 7 mètres sur 6, quoi. C'est un truc complètement fou. Voilà, non, 4 mètres 26 sur 5 mètres 49. Voilà, c'est ça, une toile, c'est celle-ci là, de 63. Ah ouais. Et donc, c'est un cadeau qui a été fait à la France après qui a été offert à la France. C'est un tableau qui a été offert à la France pour le bicentenaire de la Révolution. C'est-à-dire que le Canada ne pouvait pas le piffer sans se séparer. Ça, voilà. Mais moi, j'aime pas beaucoup. C'est pas la meilleure, hein. C'est pas la meilleure, c'est plus le format là qui est vraiment impressionnante. Et Riopelle était aussi fasciné par par la culture des Inuits, des Indiens, et par les hiboux. Et on a vu aussi qu'ils sculptaient. Donc il y a 2 sculptures dans le musée, et il y en a une qu'on a vraiment bien aimée, justement, parce qu'on a même acheté carte postale, c'est des petits hiboux modelés là. Ouais, c'est magnifique. En plâtre peint. C'est vraiment. Oui, là, c'est quoi, 3 ou 5 panneaux, non? Ah oui, le point de rencontre, je ne sais pas combien il y a de panneaux, mais il y a 3 grands panneaux en haut, et je pense qu'il y en a 2 en bas, qui sont dans la même taille que ceux du haut. Voilà. Non, mais ça, je trouve pas ça. Je l'aime mieux quand il remplit tout. Ouais. Et lui, après, c'est pareil, quand ils sont allés au Canada, donc voir après, il a vu aussi les Inuits. Il a fait toute une série sur les jeux de ficelle. Ça fait partie c'est la culture inuite, un peu pour captiver les esprits, capturer les esprits. On met les ficelles, on entortille les ficelles dans les doigts et l'esprit est à l'intérieur. Enfin, c'est sauf que ces peintures sur les ficelles, là encore, c'est pas les meilleures non plus, effectivement. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Alors qu'à côté, Joan Mitchell, effectivement, elle peint des choses quand même plus colorées, plus légères.
Et elle, à la fin de sa vie, là, justement, avant leur rupture, elle avait un tilleul magnifique dans son jardin, enfin un ou plusieurs. Et donc, elle a peint, voilà, elle a peint ce tilleul. Donc, c'est une gestuelle, c'est des grands traits noirs avec. Il parlait de buisson ardent parce qu'en fait, il y a des touches un peu très jaunes par moment. Et effectivement, il y a quelque chose qui sort de la toile là, qui nous prend complètement. Et après, apparemment, elle en a fait plusieurs séries. Là, il y en avait un dans l'exposition, mais elle a décliné ce tilleul sur plusieurs toiles, quoi. Et après leur séparation, elle a fait une toile, je crois que c'est en quatre panneaux, qui s'appelle la vie en rose, quoi. C'est l'amertume, là. Oui. Non, c'est bon. On pourra évidemment délirer sur ces deux artistes immenses, pas seulement immenses par leur talent, mais immenses par leur format. On y revient toujours. Je sais pas si qui fait des formats comme ça. C'est pas des gens du groupe Cobra là. Comment... ce qu'on a vu, c'était pas si grand que ça. Quand on a vu Expo Cobra au Mans, c'était pas aussi grand que ça. On en avait vu au Musée d'Art Moderne quand même. C'est comment il s'appelle ce mec qui fait des peintures la tête en bas là. Ah oui, ouais. Tu vois qui je veux dire, qui m'échappe. Enfin. Ouais. Et il y a tout un couloir aussi dans cette exposition. C'est des photos. Donc c'est 25 ans de photos. Il y a des années qui sont représentées. Ça permet de se les représenter, de voir leurs rencontres, un peu leurs ateliers. C'est pas mal. Et il y a aussi des phrases. Justement, celles de Joan Mitchell sont tirées des entretiens là de d'Yves Michaud, du bouquin que j'ai emprunté. Non, c'est une exposition qui est vraiment complète, hein, qui montre bien effectivement ce qui peuvent être 25 ans de vie commune. Alors quand ils se sont séparés, et à la mort, c'est surtout à la mort de Joan Mitchell, donc en 1992, Riopelle, lui, après est parti, donc il est parti avec une jeune femme quand elle faisait des points de rencontre dans sa maison de la Tour, et lui est parti avec une jeune nana qui était là. Qui gardait les chiens. Voilà, ils sont repartis au Canada, dans je ne sais plus quelle île, au bout du monde, là. Et lui l'île aux oies. Voilà. Et lui, après, donc, a consacré une partie de son art à faire un polyptyque qui s'appelle Hommage à Rosa Luxembourg. Et en fait, non, c'est pas un polyptyque, c'est une fresque. C'est une fresque. 30 tableaux. Avec une bombe, c'est d'aérosol. Oui, avec des bombes aérosols. C'est très mauvais de mon point de vue, mais bon. Voilà. Et en fait, c'est un hommage à Joan Mitchell. Oui, voilà, c'est ça. Parce que sa mort l'a énormément affecté. Voilà, il était déjà pas en très bon état, mais je crois pas que ça l'a arrangé, parce que lui aussi, il a fini sa vie, mais faut voir les images, c'est terrifiant, quoi. C'est un vieillard complètement cassé en deux, avec une barbe qui a traîné sur le plancher, puis des cheveux très longs, très fous, très gris. C'est très triste à voir ça. Il est un peu effrayant, quoi. Ouais, il est effrayant. Elle, c'est pareil, hein, les images de la fin de sa vie, elle est quand même très malade, toute amaigrie. Enfin, oui, ça. Je pense que lui, c'est pire, toi, parce que là, tu le vois, il a beaucoup de mal à se déplacer. Oui, parce qu'il il était tombé, je crois qu'il a eu des problèmes de vertèbres, donc il a été opéré quelques fois aussi de et il ne vertèbres. pouvait plus peindre ses grands formats, puisqu'il était dans un état de santé qui lui interdisait de rester debout, voilà, parce qu'il peignait, quand il peignait ses grands formats, il peignait debout. Voilà, et là, il pouvait pas, il fallait qu'il soit assis, quoi. Donc c'est pour ça qu'il s'est mis aux bombes aérosols voilà. Mais c'est pas, moi là, alors si je suis pas un fanatique de son travail, celui de fin de vie, là, j'adhère pas du tout. Ouais, là, je trouve qu'il n'y a pas d'émotion sur un travail qui est plutôt lisse. Enfin, voilà, donc c'est une exposition quand même qu'on ne peut que vous conseiller, parce que, comme effectivement tu disais, Landerneau, c'est quand même plutôt mignon comme petite ville. Mignon, ouais. Et puis quand nous, on a été chouchoutés. Ouais. Et on a rencontré à Landerneau une cafetière, on a pris notre petit déj. Alors Landerneau, évidemment, un allongé, ça coûte 1,20 €. À Paris, ça coûte 3 fois ce prix-là. Bref. Puis avec des tartines géantes. Là, c'était vraiment assez curieux. Ben. Et alors, cette cabaretière, elle habitait avant Seine-et-Marne, et ça fait 5 ans qu'ils sont à Landerneau. Ils veulent se retirer à toute pompe en Seine-et-Marne, parce qu'ils en ont marre du climat de Landerneau, humide, etc., la pluie, le brouillard et tout ça. Et nos amis Claude et William, qui habitent à Brest,
qui nous ont reçus d'une manière extraordinaire. On a été cajolés, chouchoutés. Oui, non, mais on avait honte, hein. Enfin pas vraiment, mais bon. On est allé manger dans un restaurant de Thaï, invité par eux. Et puis le soir, on était boire une petite bière chez eux avant de repartir. Et puis quand on a pris le train, ils sont venus nous accompagner à la gare avec un petit sac. Et dans le petit sac, il y avait 2 sandwichs. Un végétarien pour ma camarade, un au jambon pour ma pomme. Et en dessous, il y avait 2 boîtes de... Palais breton. Oh là là, j'ai tout liquidé. Ah, non, mais on a été vraiment hyper bien reçus, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on est allé voir cette exposition. Ils nous avaient donné envie, parce qu'on a vu, on parlera la semaine prochaine d'une exposition au musée des Beaux-Arts de Brest sur des graveurs brésiliens mis en parallèle avec des graveurs bretons. Donc on avait très envie de voir tout ça et puis de rencontrer Claude et William, parce qu'on échangeait par mail, mais c'est toujours agréable de se rencontrer, quoi. Ah ouais, non, mais ils sont vraiment étonnants, ils sont assez exceptionnels. Alors eux nous disaient aussi que Brest, au mois de juin, on chauffe encore les appartes, il y a 94% d'humidité, et c'est désertique. Hein. Vous vous baladez dans les rues, il n'y a personne. Il y a des grandes artères nues, pas de voiture pratiquement, pas de piétons pratiquement. C'est vraiment très très curieux. Et il faut dire aussi que les Mataf, ils se sont barrés à Toulon, donc il n'y a plus que les sous-marins atomiques, là, dans l'île de je ne sais plus quoi, là. Et donc c'est un peu désert, quoi, c'est curieux. Et je suis allé, comme chaque fois qu'on va dans une région de province comme ça, je cherche un petit magasin de beaux-arts, et là j'en ai trouvé un. Et c'est le seul survivant. Il y avait environ une quinzaine de magasins de beaux-arts à Brest, il en reste un. C'est quand même, ça fait peur, hein, parce que Brest c'est quand même un truc, c'est pas comment dirais-je... c'est quoi, 120 000 habitants, 130 000 habitants? Nous, on va, où on est allé là, on va en Normandie. Là. À Fécamp. À Fécamp. Fécamp, c'est une toute petite ville à côté, c'est une bourgade. Et bien à Fécamp, il y a le même magasin, il y en a un, mais il y en a un à Fécamp. Il devrait y en avoir pas du tout. S'il y a à Brest, sur 15, il n'en reste plus qu'un. Ouais, apparemment, les commerces centre-ville ferment pas mal. Ouais. Bon, moi, j'ai eu d'autres échos de Brest par une amie qui, apparemment, il y a quand même une vie associative. Voilà, c'est quand même une ville qui peut bouger. Bon, nous, en fait, on a vu nos expos, on a fait 10 heures de bus, hein, voilà, pour 1 euro. On a fait la gare de Bercy jusqu'à la gare de Brest en voyage de nuit dans un bus. Ce qui nous a permis de vivre tous ces bons moments. Oui, ces merveilleux moments, et puis encore une fois de rencontrer ce couple d'auditeurs qui ont été avec nous des anges, on peut le dire. Alors, amis auditeurs, hein, si vous habitez une autre ville de province et qu'il y a belles expos, vous nous écrivez tout de suite et on arrive. Merci Claude, merci William, à bientôt. Ouais. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station de Rapin sans foi, sans loi et sans courbette, et l'émission se fait seppuku, voilà, avec les expositions dont va vous parler ma camarade Piquet-Cou. Voilà, donc si vous avez le courage, comme nous, de prendre le train de nuit pour aller à Brest, vous allez au musée des Beaux-Arts pour une exposition Bois Brésil et Bois Bretagne, c'est jusqu'au 19 mai. Je rectifierai, ce n'est pas le train, mais l'autocar. Voilà, l'autocar. Nous, on est revenu en train. Bon, après, de Brest à Landerneau, c'est facile. Il y a un magnifique TER. C'est un quart d'heure de train dans un confort, un train tout neuf. Voilà. Et là, donc, c'est Johann Mitchell et Jean-Paul Riopel. C'est au musée des Capucins. Donc, c'est au Capucins à Landerneau. Par contre, c'est jusqu'au 22 avril. Il va falloir se dépêcher. C'est un couple dans la démesure. Donc, une exposition absolument magnifique. En Bretagne, alors si vous êtes en voiture, vous pouvez faire le tour de la Bretagne, donc passez au musée de Pont-Aven. Au musée de Pont-Aven, c'est une exposition, c'est Talcôte, c'est une exposition qui s'appelle Talcôte en devenir, donc c'est toute une monographie sur l'œuvre de ce peintre, voilà, donc je crois que ça n'avait jamais été fait qu'il y ait autant de tableaux de Talcôte, donc il faut passer par le musée de Pont-Aven. Une fois que vous avez tout ça, vous rentrez vous reposer. Et en région parisienne, c'est possible donc d'aller à l'atelier Grognard à Rueil-Malmaison. Là, c'est les peintres de la Creuse entre 1830 et 1930. C'est une belle expo de paysages aussi qui donne envie d'aller marcher dans la Creuse, de s'imprégner de tous ces paysages là, de vallons, de rivières, d'anciens moulins.
Agnès Dubarc, notre graveuse du Sud, qui expose dans un collège à Foix, et notre Vincent Van Gogh de la gravure, j'ai nommé Clémence Quevert, qui expose toujours à Montreuil, au 31 rue de l'Église, chez Fatalitas. Donc ces gravures sont un petit peu partout sur les murs de ce tatoueur de Montreuil. Et il faut voir les gravures, hein. Croyez-moi, c'est pas de la rigolade. Ouais, c'est vraiment du très très bon boulot. Avec pas mal aussi de... comment on pourrait les appeler, des objets gravures, quoi. Voilà. Ouais, des objets qui bougent, des animés, quoi, des objets animés. Ouais. Ouais. Alors, pas de culturel cette semaine et pas de lecture non plus, hein, parce que bon, avec nos escapades bretonnes, hein, bon, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de choses différentes. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, qui est la station des Rapins sans foi, sans l'ouest, sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet à racaille.fr. Et dans la foulée, nos remerciements à Claude et André, nos auditeurs de la Nation, que d'ailleurs, André, il va se faire couper le doigt si ça continue. Enfin, on lui souhaite pas, hein, mais bon, il faut qu'il se bouge un petit peu pour aller se faire soigner, hein. À Carinouzette, qui a malheureusement perdu Pépé, c'était son chien. Et pour avoir eu aussi un chien et l'avoir perdu, je compatis, je sais ce que ça fait de perdre un animal. Ouais, c'est très très difficile. Ouais. Marie-Christine Béguet, notre graveuse gardoise de Pugeot. Christiane, qui s'occupe de faire le propre dans une librairie de la rue Camelot. Claude et William, enfin bon, on vient de vous en parler, c'est nos auditeurs chéris de Brest, une ville où il y a 94% d'humidité. Mais eux ont une chaleur dans le cœur incroyable. Voilà, ils chassent l'humidité avec leur cœur. Bon. Jean-Paul Souvrat, notre peintre de coups de Kerbranche. Salut Jean-Paul. On pense souvent à toi. Claudine, la camarade de ma camarade, qui suit l'art à la trace. On a recours à elle, surtout ma camarade, de temps en temps, parce qu'elle a des trucs quand même qu'on n'a pas. Bon, on est un peu jaloux parfois, surtout moi. Sa bibliothèque artistique, c'est quelque chose. Annick, Annick, on n'avait plus de nouvelles d'elle, mais Marie-France, une camarade, nous a dit qu'elle était à l'hôpital Rothschild, et donc on est allé la visiter. Voilà, pas de commentaires. Juliette Planck, une graveuse en relégation Rochefort-sur-Mer. Oh non, mais quand même, hein, qu'est-ce qu'ils foutent tous à se tirer comme ça? Je répète toujours la même chose. Voilà, Clément, dont vient vous parler ma camarade, là, notre graveur qui grave sur tout ce qui bouge. C'est invraisemblable. Agnès Dubarc, une graveuse aussi, qui s'est tirée dans l'Ariège. Bon, pourquoi pas, après tout. Frédé, où elle est Frédé, elle est passée où? Bon, j'en paume la moitié. Bon, enfin, pas grave. Bon, Jean-Paul Souvas, Claudine, Annick, Jean Pénouzzi du Val d'Oise, on n'a plus de nouvelles en ce moment, j'espère que tout va bien. Corinne, notre tapissière préférée, et Joël, notre arlésienne du Caire, qui est rentrée du Mali, mais qui va certainement repartir bientôt. Parce que là-bas, il paraît qu'il a trouvé un endroit super où il aimerait bien finir, et peut-être même finir ses jours, si jamais il est fini, parce que j'ai l'impression que c'est un immortel. Sabine, Anne-Emmanuel et Frédéric, et des copains artistes aussi. Juliette Planck. Je l'ai déjà dit, Juliette, alors que j'ai encore embrouillé tout mon truc, moi. Frédé Geneviève des Caractéristiques Tribulants. Thierry Morceau, un graveur belge, adorable, surtout son travail, mais lui aussi était très gentil. Et Colette, la veuve de Feu Audon, un immense plasticien. Voilà, et Colette s'occupe activement de sa promo. Jacqueline Imbert aussi, veuve de Raymond Imbert, un peintre magnifique. J'ai découvert là le chaînon manquant entre la figuration et l'abstraction. Et Jacqueline Imbert aussi, qui s'occupe activement de la promo de son artiste défunt. Et de son petit musée d'art populaire. Voilà, à la Duze, en Bourgogne. Je vous le recommande. Liliane et Laurence, deux écrivains, N, qui publient sous le nom de Claude Isner, des polars.
Michel Pilouel, mon voisin du dessus, un artiste qu'on a reçu du temps, Radio Libertaire. Marie-Christine Perrondet et Christophe, deux militants qui sont tous les samedis avec les gilets jaunes. J'espère qu'ils n'ont pas ramassé trop de coups. Marie-France, qu'on a vu samedi à la manif, voilà, en mémoire de la Palestine, ou pour la Palestine, à la place d'Émile Motin, qui était hier, qui a attrapé je ne sais pas quelle cochonnerie, mais qui n'avait pas l'air en forme. Et la rousse flamboyante, notre rousse flamboyante, on s'ennuie d'elle un peu en ce moment, mais enfin bon, elle a sa vie. Hein. Voilà, qui anime deux émissions, Flemmardise et puis une autre. Il y a des cailloux dans l'engrenage sur une radio concurrente, bon, oui, ce que je veux te dire. D'une psychologue, voilà, qui s'occupait et qui s'occupe encore de l'atelier du non-faire à Maison Blanche. José Arthur du Mélange, sur une radio concurrente, et Geneviève, notre sorcière préférée, voilà, qu'on avait rencontrée pour parler du minuit, etc., du fantastique, des vampires et tout ça. Une instite complètement atypique, une ancienne instite complètement atypique. Ah oui, complètement atypique, parce que les instites qui aiment les vampires, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Hein. Et puis voilà, l'émission c'est fini, elle est à l'écoute sur notre blog, je répète, aracaille.fr, et on vous dit salut les copains, salut les amis. À la semaine prochaine. Ouais, salut tout le monde, à la semaine prochaine, et surtout belle et bonne semaine à vous. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre, bête et chérie, ceux qu'on la thune